bonjour à ceux qui nous rejoignent via Internet. Et donc, nous continuons cette journée dédiée aux matériaux biosourcés et géosourcés. Cet après-midi avec une conférence, 2 retours d'expérience et une table ronde. Donc, pour tout de suite, j'invite Vincent Cepeliades d'Odéis à me rejoindre sur le plateau, ainsi que Caroline Marlange, bureau d'études Amodev. Sous vos applaudissements. Voilà, et puis bon, vous avez le choix des fauteuils. Donc, BDNA, vous voyez, BDNA, bâtiment durable en Nouvelle-Aquitaine, m'a-t-on dit, voilà, n'a plus aucun secret pour vous, j'imagine, mais on va vous en parler quand même. Et pour vous en parler, effectivement, Vincent Cepeliades, c'est bien comme ça qu'on dit? C'est bien comme ça. Voilà, d'Odéis va vous présenter la démarche. Puis Caroline Marlange, donc, qui est du bureau d'études Amodev, est accompagnatrice BDNA et sur un projet pilote qu'elle accompagne, elle va nous donner un petit peu ce qu'elle a comme information, projet pilote Covivio. Voilà. Alors Vincent, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette séquence sur la démarche bâtiment durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai le pointeur, pardon. Voilà, c'est vous. Non, mais alors vous regardez l'écran de retour ici et puis vous pointez soit là, soit à gauche. Donc voilà, pour les intervenants, on a été présentés. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc la démarche bâtiment durable, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une démarche qui existe depuis une dizaine d'années, même un peu plus, et qui est née en région PACA. Avec la démarche bâtiment durable Méditerranée. Elle a été reprise un peu plus tard en Occitanie avec la démarche bâtiment durable Occitanie, puis en Île-de-France avec bâtiment durable francilien. Et donc on est la 4e région à avoir mis en place cette démarche pour la Nouvelle-Aquitaine. Il y a une autre région qui est en train de s'y lancer, c'est la Bourgogne. Donc elle n'apparaît pas encore sur la carte, mais bientôt, d'ici un an, on pourra voir une nouvelle région qui est dans la démarche. Ce qui est intéressant, j'y reviendrai après, c'est vraiment le côté régionalisation qu'on peut faire de cette démarche et adaptation au territoire, tout en, dans notre cas, bénéficiant aussi du retour d'expérience des autres régions et des autres clusters qui ont porté ces démarches au niveau national. Et donc, on s'est aussi réunis dans un collectif qu'on appelle le collectif des démarches bâtiments et quartiers durables au niveau national. Alors, cette démarche, qu'est-ce que c'est? C'est quoi BDNA? C'est avant tout une démarche volontaire qui va s'adresser aux maîtres d'ouvrage et qui va être basée sur ce qu'on appelle un système participatif de garantie. La démarche, elle s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier, ça va être un référentiel. Ce référentiel, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été co-construit avec les acteurs de la filière à travers des groupes de travail. J'y reviendrai en suivant. Un deuxième point, c'est l'accompagnement, avec à la fois un accompagnateur, puis tout ce que peut apporter ODIS en termes de mise à disposition de ressources en jouant ce rôle de centre de ressources finalement. Et le troisième point, ça va être l'évaluation à travers des commissions qui sont participatives, publiques et qui vont permettre d'évaluer le projet à plusieurs stades de la vie de ce même projet. Alors pour commencer, un petit mot sur le référentiel d'évaluation. Ce référentiel, il comporte 7 grandes thématiques. Je ne vais pas toutes les décrire parce que ça fera l'objet de la présentation de Caroline qui rentrera dans le détail de comment ces thématiques ont été traitées dans le cas d'un projet concret. Derrière ces 7 grandes thématiques, c'est à peu près 300 critères qui ont été pris en compte. Et il y a une mise à jour, une actualisation. Par exemple, en ce moment, il y a des groupes de travail qui se réunissent, notamment pour introduire les futures exigences de la RE 2020 dans le référentiel, mais aussi faire évoluer d'autres parties.
Et donc ça se fait avec les acteurs de la filière et c'est ça qui est intéressant. L'autre point de la démarche, et c'est aussi ce qui plaît beaucoup, c'est une démarche qui est contextualisée. Donc elle va être contextualisée en fonction de la typologie du bâtiment, en fonction de si on est sur du logement collectif, du tertiaire, du bâtiment industriel, du bâtiment d'enseignement. Elle va être contextualisée à la nature des travaux, neuf ou rénovation, avec forcément des critères qui s'appliquent ou qui ne s'appliquent pas. Par exemple, l'orientation du bâtiment en réhabilitation, bon, c'est un peu compliqué de la changer. Une contextualisation aussi par rapport à la densité du projet, milieu urbain, urbain dense, périurbain, rural, etc. Et une contextualisation sur des aspects climatiques, notamment en région Nouvelle-Aquitaine où on retrouve plusieurs zones climatiques. L'accompagnateur. L'accompagnateur, c'est vraiment le personnage clé dans la démarche. C'est lui qui va être vraiment à l'interface entre le maître d'ouvrage, l'équipe, faire le lien avec toute l'équipe projet, que ce soit la maîtrise d'œuvre, mais aussi les entreprises. Et bien sûr, c'est lui qui va faire le lien aussi avec ODIS. Donc il a vraiment un rôle clé et c'est lui qui est le garant que la démarche va être bien portée ou mise en application. Il a le rôle de faire une première évaluation qui après est validée, vérifiée par ODIS puis par la commission. Il est vraiment dans cette démarche d'amélioration continue. C'est lui qui va aussi challenger, qui va apporter aussi des réponses ou des pistes à creuser. Le côté inspiré que vous retrouvez sur la diapo. Et c'est lui donc qui a ce rôle d'animateur aussi au sein de l'équipe projet pour bien prendre en compte toute la démarche. La commission, donc ça c'est aussi quelque chose qui caractérise la démarche bâtiment durable. C'est cette commission déjà, elle va intervenir à 3 étapes de la vie d'un projet, en phase conception, en phase réalisation et en phase usage, c'est-à-dire à N+2. L'idée, c'est vraiment de prendre le projet dans sa durée, dans une bonne durée de vie. La commission, elle est publique, donc c'est un exercice qui n'est pas non plus évident pour un maître d'ouvrage qui vient présenter avec son équipe projet, avec son accompagnateur, devant un public et devant une commission. Il vient décrire son projet, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ses choix. Et il va être questionné ensuite par les membres de la commission, voire même par le public. Donc c'est assez challengeant aussi comme exercice. Donc l'idée de faire ça aussi, bien sûr, avec beaucoup de pédagogie et de bienveillance. L'idée, c'est de pouvoir aider à faire avancer le projet, à conforter le maître d'ouvrage et son équipe sur des choix qu'ils ont pu faire, ou même leur donner des pistes de choses qu'ils pourraient approfondir plus particulièrement. Et cette commission, donc, elle est composée entre 6 et 10 experts de la filière, donc aussi bien des maîtres d'ouvrage, des archives, bureaux d'études ou autres, qui vont apporter ce regard croisé et leur expertise sur les projets. Par rapport donc à cette évaluation, alors je le précise, comme vous l'avez compris, ce n'est pas ni un label ni une certification. On parle vraiment de démarche parce qu'on est sur plutôt un dispositif d'accompagnement finalement, qui va s'adapter au projet, à l'usage, et pour optimiser ce projet, lui donner quelque chose, le rendre le plus vertueux possible d'un point de vue environnement ou même durable. Et donc il y a un niveau de reconnaissance qui va être donné au projet avec le niveau CAP, bronze, argent ou or, fonction aussi du choix du maître d'ouvrage par rapport au niveau de performance qu'il vise. Et en fonction du niveau de performance ou du niveau qui vise, il va y avoir des critères obligatoires et d'autres qui ne seront pas. Et donc cette commission va donner des points complémentaires de cohérence globale durable
et également des points liés à l'innovation. Donc ça, c'est important aussi de voir que cette démarche prend en compte aussi le côté innovant que peuvent prendre les maîtres d'ouvrage. Donc une dernière slide pour vous reprendre un peu le déroulé d'un projet dans le temps et que vous puissiez voir les grandes étapes. Donc très en amont, l'idée c'est que le maître d'ouvrage souhaite s'engager de façon volontaire dans la démarche, va à ce moment-là définir le niveau d'ambition qui se donne. Donc après se passent les phases de pré-programmation, d'APS. Et là, en fin d'APS, on va avoir l'instruction ODIS, c'est-à-dire c'est le moment où l'accompagnateur remet son dossier, sa première évaluation à ODIS avec les justificatifs qui permettent de confirmer que les critères ont bien été traités. Et donc, à la fin de cette évaluation, la première commission conception. Puis le projet continue son cours. Fin de chantier, on va retrouver la même étape de l'instruction ODIS, la commission réalisation. Et puis après, le projet rentre en phase d'exploitation. Et là, en N+2, on va retrouver à nouveau cette phase d'instruction ODIS et de commission qui va pouvoir finaliser l'évaluation du projet. Et donc, un projet peut être argent en commission conception et rétrogradé en bronze en phase réalisation parce que finalement, entre la conception et la réalisation, il y a eu des écarts qui n'ont pas été levés ou au contraire passé niveau or parce qu'il a été optimisé entre les deux phases. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu long. Je vais laisser de la place pour Caroline. C'est Péliades, pardon, voilà. Maintenant, on passe la parole à Caroline Marlange. Donc, vous avez accompagné un projet pilote, Covivio. Alors, dites-nous tout, un petit peu, en termes de retour d'expérience de votre accompagnement, en fait. Voilà. Oui, alors en fait, on a choisi avec Vincent de vous présenter les différentes thématiques de la démarche BDNA à travers ce projet pilote qui a justement, comme dans le déroulé du projet de la démarche BDNA, qui a passé sa commission conception fin octobre, avec un objectif du coup de médaille d'argent qu'on a obtenu et qu'on espère garder jusqu'au bout sur cette opération. Donc il s'agit de la construction d'une résidence de jeunes actifs et d'un hôtel à Bordeaux. Concrètement, c'est un projet, c'est une offre innovante qui vient s'insérer dans un quartier qui est durable, aux portes de l'écoquartier Ginko, pour ceux qui connaissent. Plus précisément, il s'agit d'un bâtiment emblématique qui vient s'insérer qui vient s'accrocher aux berges du lac de Bordeaux, qui est destiné aux jeunes actifs et qui leur offre une possibilité de multifonction, à la fois pour les résidents, mais également à l'échelle du quartier et un peu plus largement dans un rayonnement métropolitain. Avant de rentrer dans le détail du projet, derrière un projet, il y a toujours une équipe. Et donc, juste un petit mot sur l'équipe projet, qui est l'un des piliers de la démarche BDNA. Donc, la maîtrise d'ouvrage, c'est Covivio, donc en tant que promoteur et aménageur sur cette opération-là. BLP associé et architecte et aménageur aussi urbaniste sur cette opération. On a Mutabilis en tant que paysagiste, Amodev donc en tant que BET thermique fluide et AMO environnement. On a Kefren en tant que BET structure, Overdrive en tant que BET VRD et l'accompagnement BDNA a été réalisé en phase conception par Alter et sera réalisé pour les 2 prochaines étapes par Amodev. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail du projet, pour vous présenter un petit peu l'opération, la genèse du projet, c'est une opération, en fait, c'est l'ancien site, l'ancien siège social d'IBM, qui a été acquis en 2004 par Covivio. Et en 2018, quand IBM a libéré le site, de nombreuses questions se sont posées quant à la pertinence de maintenir un immeuble de bureaux dans un quartier à tendance de plus en plus résidentielle, accroché aux berges du lac. Et donc, du coup, de là est sortie l'émergence du projet de Covivio Bordeaux 40 journaux, qui donc consiste à passer ce projet-là en construction de logements avec une offre multiservice qui vient donc s'insérer au bord du lac, qui offre une variété de
de programmation qui tourne autour du bien-être et du sport et des choses comme ça. Et donc, notre projet s'inscrit donc au nord de l'écoquartier Ginko, avec le tram qui se trouve au pied du quartier, donc dans cet univers avec le lac juste à côté. En termes de timing et pourquoi la démarche BDNA et pourquoi on vous présente ce projet aujourd'hui, il s'avère que les premières études de cette opération-là sont tombées à peu près au même moment que le lancement de la démarche BDNA, donc début 2020. Et Covivio et Amodev, qui sommes déjà acteurs de la démarche BD sur d'autres régions, on a tout de suite vu l'intérêt de lancer cette opération dans la démarche BDNA. Parce que les intérêts sont, comme un peu l'expliquait tout à l'heure Vincent, sont multiples. Déjà, c'est une démarche contextualisée, donc qui s'adapte au projet, qui s'adapte au site. Également, c'est une démarche participative avec les commissions, dans lesquelles on va avoir des échanges avec les différents acteurs de la construction, avec des opérateurs qui vont nous aider à faire monter en qualité le projet. C'est une démarche avec l'accompagnateur BDNA qui va nous permettre aussi de monter des réunions régulières, hebdomadaires ou un peu plus espacées, mais qui va permettre encore une fois, de pousser le projet dans ses retranchements et essayer de trouver des solutions un peu innovantes et des choses qui vont un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, démarche un petit peu innovante aussi qu'offre la démarche BDNA, c'est toute la partie... En fait, l'usage du bâtiment, on ne s'arrête pas comme la plupart des certifications à la livraison du bâtiment. Là, on va au-delà puisqu'on va s'intéresser au bon fonctionnement de tout ce qu'on aura mis en place, à la qualité du bâti, etc. 2 ans après la livraison avec la commission usage, où on va justement avoir des interactions avec les habitants, avec le gestionnaire du bâtiment, pour pouvoir vérifier que tout ce qu'on a préconisé est bien en bon fonctionnement et qu'on a bien atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, puisque l'objectif, c'était vraiment de présenter les différentes thématiques de la démarche, donc on va vous les présenter à travers, du coup, le projet pilote de Bordeaux. Donc, la première thématique, c'est la gestion de projet et donc elle se traduit dès la phase programme, donc forcément en inscrivant le projet dans la démarche BDNA en tant que projet pilote, mais aussi en mettant en place une équipe projet qui a des compétences en développement durable, qui va permettre du coup de faire monter en compétence le projet. Également en définissant un planning et un budget pour permettre de sécuriser aussi un petit peu l'opération. Et puis en lançant tout un tas d'études en amont, donc ça va être les études de sol, ça va être les études de pollution, les études acoustiques. On a également réalisé, puisque c'était dans le cadre d'une déconstruction, des analyses de déchets par rapport à cette déconstruction. Donc c'est tout un tas d'études qui sont faites en amont et qui vont permettre d'analyser du coup les atouts et les contraintes du site. La démarche BD en gestion de projet, c'est aussi également en phase chantier. Donc là, l'objectif, c'était, les choix qu'on a faits sur cette opération, c'était de prioriser des entreprises au niveau de notre analyse des offres, en fait, de faire une priorisation sur le critère technique plutôt que sur le prix, ce qui est très régulièrement fait. Donc là, on aurait une valeur technique de 60% pour un critère prix de 40%, ce qui est assez rare encore aujourd'hui. On a également, ce qui est un peu plus courant pour le coup, une inscription du chantier dans une gestion de chantier vert, avec tout ce qui en découle. Et puis des contrôles qualité. Donc là, on va pousser un peu les curseurs par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On va faire des mesures acoustiques, on va faire des mesures de qualité de l'air, on va faire des mesures de perméabilité à l'air, on va mesurer les réseaux, etc. Donc tout ça, un peu plus au-delà que ce qu'on fait d'ordinaire sur les projets, de façon, encore une fois, à obtenir un bâtiment de qualité. Et enfin, la gestion de projet, c'est aussi, puisqu'on cherche à aller au-delà de la livraison, c'est préparer l'exploitation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper les choses qui pourraient ne pas aller dans le sens de ce qu'on voudrait faire sur le projet. Donc nous, pour ça, on a choisi de mettre en place des équipements techniques qui sont facilement accessibles de façon à ce qu'on puisse s'assurer de leur maintenance et de faire en sorte de ne pas créer un frein en fait, à la maintenance des équipements qui pourrait être nuisible du coup pour le bon fonctionnement.
mettre en place des sous-compteurs d'eau, d'énergie, etc., qui vont nous permettre de suivre les consommations et puis d'identifier des éventuelles dérives pour pouvoir agir en cas de dérive. Et puis informer les occupants, informer les gestionnaires, faire en sorte qu'ils aient bien l'information sur le projet, comment ça doit fonctionner, et puis apporter des éléments complémentaires à étapes régulières si nécessaire. La deuxième thématique concerne le territoire et site. Donc là, je vais vous parler un peu plus largement à l'échelle du quartier. Donc, au niveau du quartier, on a un socle actif qui offre plusieurs ambiances. On va retrouver sur le quartier de l'Opération une crèche. On a également des maisons inclusives pour handicapés. On a également des commerces d'hyper proximité. On a une résidence pour seniors, un restaurant, etc. Enfin, des choses un peu multiples et variées. Et à cela vient de s'ajouter des services partagés, comme une serre partagée, comme un atelier de bricolage, comme un parcours santé, des choses qui sont à la fois ouvertes aux habitants, mais pas seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, également au quartier, et puis de façon un peu plus large. Au niveau de la gestion du stationnement, on a essayé de raisonner en mutualisant les espaces de stationnement, de façon à maximiser les espaces de pleine terre sur l'opération et limiter au maximum les voiries dans les cœurs d'îlots. Ça nous a permis du coup de mettre en place 18 000 m² d'espace planté. Et pour ne pas s'arrêter à simplement le fait de planter ces espaces, l'idée c'est aussi de mettre en place une servitude écologique pendant 25 ans, qui sera un contrat qui sera inscrit dans les statuts de l'ASL, de façon à nous assurer de la pérennité de ces espaces paysagers, qui est quelque chose pour lequel on est... ASL alors, la déclinaison, là vous me prenez de court. Association syndicale libre, non? C'est possible. Ouais. C'est le contrat pour la copropriété, en fait. Excusez-moi, parce qu'il y a des acronymes, alors donc... Pardon. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, bon, en gros, un petit peu le quartier, comment il est présenté. Et donc, l'îlot concerné, donc la résidence de jeunes actifs, se trouve du coup au nord de la parcelle. Alors, je ne sais pas si on peut pointer avec sa forme, bref, au nord de la parcelle, nord-ouest de la parcelle pour être précise, avec au loin en fait les marais, les anciennes marais de Parampuire, Bruges et Blanquefort. Et puis, si on se rapproche un petit peu, on va avoir la rocade bordelaise, donc avec ses différentes contraintes qu'on connaît tous, sonore, pollution, visuelle. Et puis si on se rapproche encore un peu, donc là aux portes du bâtiment, on va avoir l'entrepôt d'IKEA, pour ceux qui connaissent. Et donc du coup, partant de cela, on comprend assez bien que le bâtiment de la résidence de jeunes actifs a un rôle très important à jouer dans le quartier, puisque il va falloir, et c'est ce qu'on cherchait à faire les architectes, il va falloir, par la hauteur du bâtiment, pouvoir assurer une protection acoustique, visuelle, etc., pour l'ensemble du quartier, vis-à-vis notamment de la rocade. Et puis, par la forme un peu en architecture gradin, permettre de bénéficier des avantages du site, à savoir les vues sur le lac et puis tout le côté paysager du jardin. Si on rentre sur le volet social, économie et solidaire, on va se rapprocher un petit peu, on va zoomer sur la résidence. Et là, c'est pareil, on va chercher à mixer des usages en proposant sur le site, du coup, un restaurant avec une vue panoramique, en proposant également un cinéma, une laverie. Tout ça avec des accès qui sont différenciés, qui sont en direct sur le jardin paysager qui se trouve en centre d'îlot. Et puis également en toiture de l'immeuble en gradin, un rooftop qui lui est dédié pour le coup aux habitants, avec un jardin suspendu et puis un espace abrité aussi qui pourra servir pour les habitants. Le projet propose également, dans le cadre du volet social, économie et solidaire, une diversité de logements avec des colocations de type T4 ou T5, avec les vues sur le lac, et des terrasses, des T1, des logements de type T1, en PMR ou non PMR, et également des duplex au niveau du rez-de-chaussée pour profiter de la double hauteur du socle actif de l'opération.
Alors, pour entrer dans la thématique eau, on a toujours la problématique de l'artificialisation des sols qui se manifeste quand on fait une construction neuve. Et donc là, l'objectif, c'était justement de ne pas artificialiser plus que l'existant le site. Et c'est l'un des points forts de ce projet pilote, c'est que le projet propose une augmentation de l'espace de pleine terre de plus de 40%. On a cherché à limiter au maximum la surface imperméabilisée, ce qui nous a permis de valoriser un peu le site. Au niveau de la gestion des eaux pluviales, les études qui ont été faites très en amont de l'opération nous ont montré que malheureusement, il n'était pas possible d'infiltrer sur le site parce qu'il y avait une présence de nappes à moins d'1,80 m. Donc du coup, la solution a été de mettre en place des noues en limite de voirie et également un bassin de rétention sous voirie. Qui sera réalisé avec une structure à base de diorite issue du site. On a également les toitures végétalisées qui vont également contribuer à la gestion des eaux pluviales. Et puis de façon un peu plus classique, pour limiter les consommations d'eau potable, qui sont quand même un enjeu important pour le gestionnaire qui va payer les consommations d'eau à travers les loyers, on va mettre en place des économiseurs d'eau sur les différentes robinetteries. Et toujours en lien avec la thématique de l'eau, on va également mettre en place un drainage périphérique pour le bâtiment de façon à limiter les remontées capillaires et donc contribuer indirectement aussi à la qualité de l'air intérieur dans le bâtiment. Pour la partie énergie, là c'est aussi un vaste sujet quand on fait des constructions neuves pour des questions réglementaires. En général, on va pousser les curseurs plutôt sur les équipements techniques qui nous permettent d'avoir des bonnes performances énergétiques. Alors, en tout cas, c'était le cas sur la RT 2012. Avec la démarche BNEHANA, ce qu'on a cherché à faire justement, c'était de prioriser le bâti par rapport aux équipements techniques. Et donc pour ça, par le niveau argent, on a un des prérequis qui nous demande d'avoir un B-bio, leur coefficient bioclimatique, qui va être supérieur de 20%, enfin inférieur pardon, de 20% au B-bio réglementaire, de façon à pousser le curseur déjà de base sur l'enveloppe du bâtiment. On a également, sur cette opération, visé un niveau E3C1 sur le label E+C-, donc l'expérimentation. Et au niveau des équipements, on a quand même aussi travaillé malgré tout sur des équipements, mais plutôt en priorisant des équipements qui sont simples d'utilisation, simples d'entretien, de façon à éviter aussi que derrière, on se retrouve avec des exploitants qui ne savent pas utiliser les équipements et qui ne fonctionnent du coup pas correctement. Pour la production de chaleur sur cette opération, on vient se raccorder au réseau de chaleur de Ginko, qui est un réseau de chaleur vertueux à 84,5% de NR, avec de la biomasse, avec du gaz vert. Et pour pouvoir se raccorder à ce réseau existant, en fait, le principe consiste à installer un condenseur qui va venir récupérer l'énergie sur les fumées de la chaudière biomasse qui est existante. De là, on va venir économiser de l'énergie sur les bâtiments existants et cette énergie, cette économie engendrée, elle va permettre d'alimenter les nouveaux bâtiments de Covivio sans modifier le taux de NR. Donc ça, c'était un petit peu la démarche qu'on avait visée sur cette opération. On s'est aperçu en analysant les consommations que le poste prépondérant du coup sur les consommations, c'était l'eau chaude sanitaire, sans grande surprise puisque on sait tous que les besoins d'eau chaude sanitaire sont un poste incompressible. Et en fait, la démarche BDNA nous a poussé à étudier des solutions et à voir un petit peu ce qu'il était possible de faire justement par rapport à cette problématique de consommation incompressible d'eau chaude sanitaire. Et donc du coup, on a fait une étude qui consiste à récupérer les eaux grises des douches des logements pour pouvoir préchauffer l'eau froide de l'eau chaude sanitaire. C'est une étude qui était intéressante à présenter parce qu'elle nous permet d'économiser quand même, enfin, si on met en place ce système-là, ça nous permettrait d'économiser jusqu'à 30% sur les consommations d'eau chaude sanitaire, donc ce qui n'est pas anodin.
Après, pour aller rapidement sur les autres usages de consommation, au niveau du rafraîchissement, quand on a fait les études, on n'avait pas encore le cahier des charges du gestionnaire. Donc du coup, on a pris en compte des équipements de rafraîchissement sur le socle actif des bâtiments, mais il s'avère que les études qu'on a menées par la suite sur le confort d'été, on en parlera juste après, nous ont amené à la conclusion qu'on n'avait pas forcément besoin de ces équipements de rafraîchissement pour avoir des bâtiments confortables. Donc ce qui est plutôt intéressant de montrer, et ça montre encore l'intérêt de la démarche, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait ces études, peut-être qu'on aurait instinctivement installé ces équipements de climatisation, alors qu'en réalité on n'en a pas besoin parce qu'on a travaillé sur le bâti. Pour la ventilation, après je passe rapidement, c'est des systèmes classiques, encore une fois, des systèmes simples avec des équipements à basse consommation, des sondes CO2 pour les logements, pour les locaux intermittents, tout ça pour jouer sur la consommation électrique pour réduire ces postes-là. Sur la thématique qui va peut-être plus vous intéresser, ressources et matériaux, là on a essayé de pousser un peu les curseurs sur le biosourcé, sur le géosourcé, sur le réemploi, et tout ça en essayant de faire du local. Bon, l'exercice n'est pas forcément simple à mettre en place, j'ai dépassé le temps, je me dépêche. Au niveau du réemploi, en fait, comme je vous le disais en préambule, on avait un bâtiment existant, l'ancien siège IBM, et l'audit déchets nous a permis de mettre en évidence les matériaux qu'on pouvait réemployer, la possibilité de réemployer ces matériaux dans le projet. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur à Covivio pour le projet. C'est ainsi qu'on a du coup utilisé le béton du bâtiment existant en le concassant, et on va le réutiliser pour les plateformes des bâtiments de l'opération. On a également utilisé la voirie pour faire, comme je vous disais tout à l'heure également, les bassins de rétention avec la diorite sous chaussée. Et puis, enfin, toute la partie terre du site, terre végétale, on l'a décapée, on l'a stockée. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir la réutiliser dans le cadre du projet paysager. Pour continuer toujours dans le recyclage-réemploi, on a également projeté de mettre en place sur les deux bâtiments des planchers en béton à granulats recyclés qui sont issus de chantiers de démolition de Bordeaux et alentours. Et également, on souhaiterait mettre en place sur l'opération de la peinture qui est recyclée, qui est en fait un mélange de pots de peinture qui sont déjà utilisés par d'autres opérateurs et qu'on vient récupérer, alors pas nous, mais le fabricant vient récupérer dans les déchetteries de Nouvelle-Aquitaine de façon à pouvoir faire de la peinture recyclée et qui présente l'avantage du coup d'avoir moins de COV puisqu'il s'agit de pots de peinture déjà ouverts, donc les COV se sont déjà volatilisés. Au niveau du biosourcé, on va avoir donc des murs en ossature bois pour l'hôtel. On va avoir du bardage bois en partie sur l'hôtel également. On va avoir des isolants en fibre de bois sur les deux bâtiments, avec une usine à Casteljaloux qui est visée. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? On a également des terrasses en bois, des menuiseries bois. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et au niveau du géosourcé, il ne faut pas oublier le géosourcé, on va également mettre des cloisons en briques de terre crues, compressées, dans les cloisons pour le restaurant. Je me dépêche. J'ai presque fini. Bon. 2 minutes. Je me dépêche. Confort et santé, confort d'été. Donc là, il y a eu tout un travail très rapidement avec les architectes sur les occultations, sur les casquettes, de façon à prendre en compte du coup les contraintes solaires, pour pouvoir bénéficier des apports solaires en hiver et se protéger en été. On a travaillé également au niveau du confort visuel avec des indices d'ouverture de l'ordre de 20% pour jouer à la fois entre l'éclairage naturel et les déperditions de façon à ce qu'elles ne soient pas trop importantes. La qualité de l'air de manière générale sur le quartier, Covivio a mis en place une démarche avec le label intérieur, avec un certain nombre de mesures qui vont être mises en place, les étiquetages A+, des tests sur la ventilation, des marches à blanc, des mesures de qualité de l'air, etc. Enfin, des choses un peu plus poussées.
sur la qualité de l'air intérieur, un confort acoustique avec des mesures acoustiques comme je vous disais tout à l'heure, et puis un travail également sur l'implantation du local transfo, sur l'opération, puisque c'est un local transfo qui va être intégré dans le bâtiment, et l'idée c'était de pouvoir protéger des champs électromagnétiques en l'éloignant suffisamment des locaux à occupation prolongée. Pour terminer, la vue d'ensemble de la démarche BDNA, donc comme je vous disais en préambule, c'est un projet pilote qui est passé en commission conception fin octobre avec la médaille d'argent obtenue à la fois par la grille référentielle avec une 50aine de points, plus les points innovation et cohérence globale du site. On projette une commission réalisation à la livraison vers 2024, une commission usage, donc 2 ans après la livraison en 2026. Et simplement pour conclure, c'est une démarche qui a été très satisfaisante du point de vue de l'équipe projet parce qu'elle a poussé un petit peu dans les retranchements les différents curseurs. Il y a eu un travail très bienveillant entre les différents acteurs. Et puis également, c'est une démarche qui va permettre de répondre en partie à un certain nombre d'ambitions que porte aujourd'hui la ville de Bordeaux, puisque c'est des démarches avec le label Bâtiment Frugal Bordelais, ce sont des démarches qui sont cohérentes. Et donc le fait d'avoir ce projet en démarche BDNA nous a permis déjà de valider un certain nombre de curseurs. Voilà. Merci Caroline Marlange. Maintenant, c'est donc le moment des questions que vous vous posez suite aux exposés de Vincent et de Caroline. Peut-être en attendant la première question, je voulais juste profiter aussi, ce que je n'ai pas fait, de remercier Virginie Thomas et la région Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est grâce à leur soutien qu'on a pu aussi mener tout ce travail de déploiement et de mise en place de la démarche en région. Et c'est important de pouvoir avoir cet accompagnement et ce soutien de leur part. Donc voilà, je voulais en profiter pour les remercier. Voilà, le message est passé, très bien. En attendant la première question, un bras se lève. Bon, c'est une démarche volontaire, en fait, une démarche de progrès. Il n'y a pas de certification, hein, vous avez dit derrière. Non, non, c'est vraiment une reconnaissance par le niveau d'évaluation qui est attribué, mais c'est ni une certification ni un label, et c'est plus une méthode finalement et un dispositif d'accompagnement. D'accord. Donc la question, oui. Oui, donc Florian Delvez, Habitat Coaction. Désolé. J'avais une petite question par rapport à la provenance des matériaux. Est-ce que vous avez pu mettre en place des filières courtes d'approvisionnement plutôt local ou ça a été compliqué dans ce domaine-là? Alors en fait, c'est ce que aujourd'hui on est un peu on est en phase pré-PC, donc on est très en amont, donc on a des pistes, on est en train de travailler ces pistes. Notre objectif c'est évidemment de faire du local. Alors j'ai pas eu le temps de rentrer dans le vif du sujet parce que j'étais déjà en retard, mais globalement l'idée c'est effectivement pour un certain nombre de matériaux de travailler sur du local. Donc sur la peinture, l'usine qu'on a pressentie est à Blanquefort, donc à proximité immédiate. Au niveau de la fibre de bois, des isolants en fibre de bois, on a une usine pressentie à Casteljaloux. On a également au niveau des bétons à granulats recyclés des échanges avec des fournisseurs qui viendraient du coup nous fournir en granulats recyclés avec des chantiers de déconstruction de la ville de Bordeaux. On a quoi d'autre? On a également la terre crue du restaurant. Alors malheureusement, on a fait des essais sur la terre du site et elle n'est pas exploitable pour faire des briques de terre crue. Donc on est en train d'échanger également avec des fabricants de briques de terre crue. Et notamment, l'un des fabricants ressentis aurait comme projet d'ouvrir une usine début 2022 à Bordeaux. Donc il y a quelques pistes aujourd'hui, on essaye de pousser les curseurs au maximum vers le local, c'est l'objectif. On n'est pas fermé aujourd'hui sur les fabricants, puisqu'encore une fois on est très en amont du projet. Donc l'idée c'est en tout cas d'allier à la fois du biosourcé, géosourcé, recyclé, tout en faisant du local. Et si on arrive à trouver des solutions sur ces curseurs-là, évidemment on va y aller. Et tout ça dans un contexte de budget à respecter évidemment. Merci. Une autre question, oui, à droite.
Bonjour, Verdi Engineering. Puisque vous parlez du budget, pouvez-vous nous dire un petit peu les coûts de construction envisagés dans l'économie de ce projet? Alors aujourd'hui, c'est un vaste sujet, parce que, bon, on le sait tous, aujourd'hui, c'est des curseurs qu'on maîtrise un peu moins en ce moment. On est globalement à 10 millions 5, on va dire, tout compris, y compris VRD. Tout le projet. Voilà. Une autre question. Il y a une demande de complément. Oui. De questions. De la même personne. De la même personne. En fait, vous avez développé combien de surface sur ce projet? Alors ça, c'est Il va faire une division, à mon avis. On peut faire passer les diapos. Attendez, allez-y. Vos calculettes. Je crois que je l'ai au début. Tac. J'arrive pas à lire, moi, par contre. Vous arrivez à lire sur l'écran? 6 millions, j'arrive pas à lire. 6 155 mètres carrés. Combien? 6 155 mètres carrés de SDP. Ce qui fait au mètre carré? 6 000. 6 000. Moi, je vois 6 000. Hein. C'est pas ça? J'ai dit quoi? 6 155 mètres carrés. Voilà, c'est ça. D'accord. 1 700 € le mètre carré. Très bien, merci. Voilà. De tête? Bah, bien sûr, c'est Thomas. Bien sûr. Une autre question? Ah, je remonte. Alors j'en profite. Caroline, tu dirais quoi à un maître d'ouvrage pour qu'il s'inscrive dans la démarche BDNA? Voilà. C'est la question aussi que je voulais poser. Qu'est-ce qui me motive, moi, maître d'ouvrage, pour aller dans cette démarche dont vous me dites que c'est une démarche volontaire, de progrès? Il n'y a pas de label, il n'y a pas de certification à la fin. Alors, en quoi je suis motivé, moi, maître d'ouvrage, pour aller là-dedans? Alors, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le côté très bienveillant de la démarche, avec l'accompagnement, le côté participatif, avec les commissions. C'est quelque chose qui est vraiment... qui plaît vraiment à la maîtrise d'ouvrage, que ce soit avec l'accompagnateur BDNA ODIS d'une part, mais également lors des commissions, puisque du coup on va faire des échanges avec différents acteurs de la construction ou du développement durable qui vont encore une fois nous faire bénéficier de leur retour d'expérience. Alors au niveau de la commission conception, ça va être principalement, on va retrouver dans le public, on va retrouver des architectes, des bureaux d'études, etc. qui vont pousser un petit peu le projet en termes de conception. Au niveau de la commission, réalisation, on va avoir, je pense, principalement des entreprises qui vont venir, peut-être y compris celles qui ont participé sur le chantier, ça serait l'idéal, de façon à pouvoir bénéficier de leur retour d'expérience et d'autres entreprises également. Et puis au niveau de la commission usage, avec la participation des habitants et du gestionnaire qui vont nous faire des retours. Tout ça, ça a un intérêt vraiment pour le maître d'ouvrage pour pouvoir trouver des solutions, pour rentrer le projet dans des cases, mais avec des retours d'expérience qui sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on peut avoir à l'échelle d'une équipe projet. Et puis cette possibilité d'aller au-delà de la livraison avec le suivi pendant 2 ans du projet et la validation finale 2 ans après la livraison. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez innovant et qui va être, à mon avis, très intéressant à mettre en avant. La question, donc? Oui, bonjour, Graciane Beck pour ADIM Vinci Construction. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations complémentaires concernant la commission, justement, et la méthodologie de notation? Qui répond, Vincent? Alors, il y a une première notation qui est faite sur la base de l'évaluation que fait la préévaluation que fait l'accompagnateur, qui va être instruite par ODIS. Donc ça valide déjà un premier nombre de points, on va dire, sur la base de justificatifs. Et la commission va attribuer 15 points liés à la cohérence globale et durable du projet et un bonus de 5 points sur les aspects innovation. En complément, pardon, Thomas d'ODIS, toujours, la commission conception, effectivement, pour ce projet est passée, donc le rapport de la commission, avec la manière dont il a été évalué, noté, et puis les conseils aussi qui ont été promulgués par les membres de la commission sont disponibles. Donc cette fiche-là, on peut la transmettre.
À titre de complément du coup de ce que vient de dire Thomas, pour l'innovation, on a obtenu des points sur cette opération, pour notamment la servitude écologique qui a été mise en place dans les statuts de l'ASL pour 25 ans. On a également obtenu des points innovation pour la partie gestion du stationnement à l'échelle du quartier pour maximiser les espaces de pleine terre sur l'ensemble de l'opération. Donc ça, c'est à l'échelle du quartier, mais c'est quand même important. Et puis le dernier point d'innovation, c'était la mise en place pour les bâtiments de béton à granulats recyclés dans les planchers. On a une autre question. Moi, j'avais une question sur le référentiel. C'est Nouvelle-Aquitaine uniquement ou c'est un référentiel national pour toutes les régions qui sont engagées dans Alors non, c'est bien référentiel Nouvelle-Aquitaine. Alors, sur tous les référentiels des démarches bâtiments durables, on va dire, il y a il y a des choses qui se ressemblent. Il y a un petit tronc commun, mais après, il y a une vraie contextualisation et adaptation à des spécificités régionales. C'était tout l'objet des groupes de travail qui se sont réunis en 2020 et qui ont là poussé les curseurs, introduit de nouveaux critères qu'on ne retrouve pas dans les autres référentiels dans d'autres régions. Donc il y a vraiment des spécificités régionales. On va dire ça pèse peut-être 30% dans l'ensemble du référentiel. D'accord. Et le reste, c'est un tronc commun. Le reste, c'est un tronc commun. Chose élémentaire, j'allais dire. Enfin, tout à fait, ouais. Partagé, quoi, en fait. OK. Donc, d'autres questions? Il y a une main qui se lève là-haut, oui. Ève se précipite. Attention, la marche, c'est ça? Hop là. Bonjour, Thomas Laporte, Alterbati. Je me questionne du coup pour savoir qui c'est qui peut se former à la démarche BDNA et comment se passe la formation. Alors, Vincent, oui, c'est une bonne question. Donc, on va former, nous, notamment les accompagnateurs. Donc, pour être accompagnateur de la démarche bâtiment durable, il y a quelques prérequis, notamment un certain nombre d'années d'expérience en termes de construction durable. Et après, il y a une formation de 2 jours qui permet de se former vraiment sur la méthodo, la prise en connaissance du référentiel, le rôle de l'accompagnateur, voilà, comment se déroule un projet en BD. Et donc, ça permet après d'avoir une liste d'accompagnateurs qui sont formés, agréés par ODIS. Et le maître d'ouvrage devra choisir un accompagnateur parmi ceux-là. Et après, on a également des petits modules de formation beaucoup plus courts pour les membres de commission, pour aussi leur expliquer comment ça se passe et comment ils peuvent interagir avec les équipes et le porteur de projet. Peut-être que vous souhaitiez être formé ou sensibilisé ou... On est en complément, on est sur des profils effectivement de personnes qui sont plutôt dans l'exercice de mission de maîtrise d'œuvre, donc bureau d'études, architecte, AMO, éventuel, économiste, voilà, qui vont après avoir la casquette accompagnateur BDNA dans l'exercice de leur fonction classique dans un projet. Quelques bureaux de contrôle aussi. Quelques bureaux de contrôle, oui. Ouais. Donc tout ça, vous retrouverez toutes les informations sur le site Démarche BDNA. Et puis bien sûr, après on est à disposition aussi. Démarche BDNA qu'on trouve, c'est un site particulier ou chez ODIS? C'est un site particulier, après vous retrouverez des liens entre les 2 sites. Je tape Démarche BDNA. Démarche BDNA et vous accédez au site directement. Ok. Avec les informations aussi pour les prochaines commissions. Et la prochaine aura lieu à Bordeaux. Alors c'est le 27 janvier et non le 23 comme j'ai pu dire à certains hier. Donc 27 janvier matin à Bordeaux, la prochaine commission BDNA au 308. conception, au 308. Voilà. Une dernière question ou on s'en tient là? Pas de questions sur Internet, Éloi? Non. Non, pas de questions. Eh bien, il nous reste à remercier Caroline et Vincent sous vos applaudissements.